C'est un plaisir d'être là en Suisse romande. J'espère que vous comprendrez mon français. Les chocolats, j'ai l'habitude d'apporter parce que si vous n'aimez pas mon discours, peut-être vous aimez les chocolats. Donc ça va plus facile. Oui, j'ai la tâche, et je vais le faire volontiers, de parler des crises et comment la foi m'aide en tant que CEO de Lederach à traverser les crises. J'ai plusieurs crises à vous offrir. Je pourrais parler d'une crise de communication ou public relations qu'on a eue en 2019. Je pourrais parler d'une cyber attack qu'on a subie il y a 4 semaines. Mais j'ai choisi de parler du crise de Covid, qui évidemment était un grand défi pour nous. Pourquoi est-ce que c'est un défi? Je suis demandé souvent. Les gens étaient quand même encore dans les supermarchés, ils ont acheté le chocolat, évidemment. Le problème, c'est que nous ne vendons pas dans le supermarché. Notre positionnement est la fraîcheur. Donc, nous allons directement vers les agriculteurs pour acheter les fèves de cacao et après les transformons tout ici en Suisse et les vendons dans 17 pays dans nos propres chocolateries. Donc, c'est jamais dans les supermarchés parce qu'on n'aime pas les dates longues, on aime les dates courtes et la fraîcheur, donc on peut utiliser d'autres ingrédients, ce qui est un énorme avantage d'aller directement vers les consommateurs, mais ce qui était un énorme désavantage, comme vous pouvez imaginer, pendant Covid. Donc, on venait de commencer à internationaliser beaucoup plus quand nous avions repris la troisième génération en 2018 et 2019, on a commencé à ouvrir des boutiques à Toronto, à New York, à Londres. On avait, je pense, déjà signé des contrats à Vienne et on commençait aussi à Shanghai. Et tout d'un coup, il y a Covid et tous les gouvernements disent non, restez à la maison, ne voyagez plus, il y a home office, n'allez pas vous promener là. Et le chocolat, c'est quand même, la majorité des achats du chocolat, c'est encore impulsif. Donc vous passez le fenêtre, vous voyez le chocolat, vous pensez que vous le méritez, et oui, vous le méritez. Donc vous entrez et merci. Et vous en achetez. Donc, cet aspect impulsif manquait évidemment. Donc, tout d'un coup, on avait une chute de chiffre d'affaires de 35 à 40%. Les aéroports, c'était même 90%. À Interlaken, Lucerne, c'était 80%. Et c'était non seulement pendant le lockdown, évidemment, ça durait longtemps parce qu'il manquait les touristes et tout ça, vous connaissez, vous avez toutes et tous vécu avec moi. Donc là, normalement, ça n'arrive pas dans toute industrie avec des produits de consommation. Ça c'est peut-être moins 5%, moins 7%, c'est déjà une catastrophe. Donc, moins 35%, on n'y est vraiment pas habitué. Donc, c'était vraiment la plus grande crise de l'entreprise. Il fallait, pour la première fois depuis les années 90, il fallait même licencier 27 personnes. Ce qui nous a fait beaucoup de mal, évidemment. Il fallait économiser partout. Et évidemment, il y avait la grande question, qu'est-ce qu'on fait maintenant avec les jeunes marchés qu'on vient de commencer? Qu'est-ce qu'on fait avec les équipes à Toronto, à New York? J'ai reçu des photos avec des avenues complètement vides. Ceux qui étaient déjà à New York, c'est presque pas imaginable. Donc, quoi faire là, dans cette situation? Donc, une des questions plus difficiles à répondre, c'est qu'est-ce qui restera de la crise pour toujours et qu'est-ce qui passera? Il y avait beaucoup qui disaient non, les boutiques, c'est la fin des boutiques, c'est la fin des malls, on n'achètera plus que dans e-commerce. Et oui, on ne savait vraiment pas, mais heureusement, nous avions quelque sorte cette foi, cette conviction, non, ça reviendra. C'est juste temporaire, ça reviendra.
Donc, on a vraiment continué à investir, à ouvrir même davantage de boutiques, une autre à New York, une autre à Londres. On a bien commencé avec e-commerce à Shanghai. Donc, on a même donné la permission d'ouvrir les premières 2 boutiques pendant Covid, juste par virtuel. Donc, je n'étais pas à Shanghai depuis 2019. Donc, ça a vraiment fonctionné même comme ça. Et pendant cette situation, on a entendu d'un compétiteur de Godiva qu'ils voulaient transformer leur business en faisant plus de café-chocolat et moins de chocolaterie. Donc moi, j'ai toujours admiré Godiva pour leur qu'est-ce que j'ai noté là, pour leur localisation, toujours aux excellents endroits, dans des malls prestigieux partout. Donc, je pensais, avant la crise, s'ils changent de stratégie, peut-être il y aura des endroits dont ils n'auront plus besoin, donc peut-être leur contacter pour reprendre quelques localisations. Mais après, il y avait la crise, donc je pensais, non, maintenant, ce n'est pas le bon moment. Et j'avais cette idée, non, peut-être même il faut faire d'autant plus. Donc, on leur a écrit, et d'abord, ils étaient un peu hésitants, mais ils ont quand même réagi. Et nous ont offert quelques localisations qui n'étaient pas bonnes. Et pour raccourcir une longue histoire, ça a pris 9 mois de négociations. Et finalement, ils ont dit non, on va fermer toutes nos boutiques aux États-Unis. Seulement aux États-Unis, ils ont encore des boutiques dans beaucoup d'autres pays. Ils sont très, très grands. Mais les 130 boutiques aux États-Unis, ils voulaient tous fermer. Et ils ont offert 130, ce qui était beaucoup trop. À l'époque, on avait 100 boutiques. Donc, mais après, on a commencé à choisir les bons endroits pour les alors. Donc, c'était vraiment un voyage un peu fou. On a même, grâce à l'ambassade des États-Unis ici à Berne, on a même reçu un National Interest Visa pour même pouvoir aller là-bas. Dans la crise, août 2020, quelques malls étaient même fermés. Des fois, il fallait manger en voiture parce que les restaurants n'étaient pas ouverts pour pouvoir faire the assessment de ces localisations. Et évidemment aussi, c'était après des grandes discussions avec le conseil d'administrateurs en tant que famille, est-ce qu'on ose faire cela, est-ce qu'on n'ose pas? 34 boutiques dans la plus grande crise sur 100, c'est quand même un énorme défi. Et j'ai dit, et je n'oublierai jamais à mon frère, qui est responsable des innovations, Elias, je ne le sais vraiment pas. Est-ce que ce moment-là, ce moment de décision, est-ce que ça sera le moment où tout le monde dira après, ah, maintenant, ils ont perdu contact avec la réalité. Réalité, c'est ça, 3e génération, ils détruisent tout, ils sont trop aventureux. Ou est-ce que ça sera le moment où tout le monde nous frappera à l'école et dira « Ah, c'est ça les entrepreneurs, il faut quand même oser, ils voient l'opportunité et pas la crise. » Et j'ai dit « Elias, franchement, on ne sait pas. On ne sait pas. » Donc évidemment, on a fait l'analyse en sorte de faillite aux États-Unis. Est-ce que nous vivrons encore? Et on a fait toutes sortes d'analyses, mais évidemment, c'est quand même, oui, on n'a pas tout dans ses propres mains, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas être actif, qu'il ne faut pas être entreprendre, qu'il ne faut pas chercher les opportunités. Donc, après, on a dit oui, on va tenter de le faire. Mais jusque la signature est venue, j'ai toujours pensé pourquoi est-ce qu'ils devraient vraiment nous vendre ces localisations? Pourquoi est-ce qu'ils devraient le faire? Et après 9 mois de négociations, c'était la soirée du journée de Valentin 2021 où la signature est arrivée. Donc pour moi, c'était vraiment comme un cadeau d'amour d'en haut. Et après, on a commencé à transformer les boutiques. C'est des merveilleux endroits, Miami, Boston, Washington, New York, Dallas, Houston, Los Angeles, San Diego, San Francisco. Donc, vous pouvez planifier vos vacances selon nos boutiques là aux États-Unis. Et on avait planifié pour moins 30% pour la première année des chiffres d'affaires à l'époque de 2019. Et immédiatement, on a eu plus 3%. Donc, c'était vraiment énormément encourageant.
Au même temps, les chiffres d'affaires sont beaucoup revenus en Suisse avec le changement des situations. Londres, Toronto, la Chine, les autres pays se sont redéveloppés magnifiquement et notre année commerciale qui vient de se terminer en juillet, là on avait, après cette chute de 35%, on avait une croissance de 63%, ce qui est aussi beaucoup trop extrême, mais qui est vraiment très, 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 très encourageant pour nous et aussi pour la suite maintenant. Donc, pour la fin, je vais laisser 3 pensées avec vous. Comment, dans ces situations de crise, la foi m'aide à maintenir l'espoir, à maintenir, oui, la confidence. Donc, d'abord, je veux dire que la foi chrétienne me donne la bonne perspective de moi-même. J'aime beaucoup ce verset en Éphésiens 1, 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. Donc, dans la crise, j'apprends vraiment qu'est-ce qui me définit. Est-ce que c'est mon succès en tant qu'entrepreneur? Est-ce que c'est la louange de la part des autres? Ou est-ce que c'est bien que je suis aimé de Dieu Tout-Puissant? Est-ce que c'est que je suis, ou j'essaie d'être à la louange de sa gloire? Deuxièmement, je pense que la foi chrétienne me donne la bonne perspective des autres. Il y a aussi un verset précieux que j'ai lu pendant cette crise, Psaume 84, 6. Lorsqu'il traverse la vallée de larmes, il la transforme en un lieu plein de sources. Une merveilleuse pensée. On est dans la vallée de larmes et en même temps, on construit des sources pour les autres. Quelle perspective! Les autres vont peut-être beaucoup plus pires que moi. Comment vont les employer? Je dois communiquer, je dois les motiver, je dois les informer. Comment va ma famille dans toute cette crise? Donc, la foi chrétienne m'aide à avoir une bonne perspective des autres. Et finalement, la foi chrétienne me donne la bonne perspective de Dieu. 1 Corinthiens 4, 7, verset final. « Car qui est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu ?» Donc, en théorie, je pense, nous les chrétiens, nous le savons tout, on n'a pas tout dans ses propres mains, etc. On le sait théoriquement avant la crise. Après la crise, on l'a vraiment expérimenté. Oui, je vous ai raconté ce que j'ai dit à mon frère au moment de décision. On ne sait pas. On essaye, on travaille et c'est bien, mais on n'a pas tout dans ses mains. Donc, qu'as-tu que tu n'aies pas reçu? Et quel privilège d'avoir expérimenté cela, après aussi pour le succès, pour rester humble, pour rester les pieds sur terre, parce que le succès et la faillite sont toujours très, très proches. Donc, merci beaucoup pour votre attention. Merci aussi pour l'organisation. Quel événement précieux et que Dieu vous bénisse.